Bonjour à tous, bienvenue pour cette septième conférence en ligne de la semaine de la transformation organisée par Julie Stawen. Cette année, le thème, le passage à l'action, sujet qui, compte tenu des événements que nous vivons aujourd'hui dans les organisations, dans notre environnement en général, il nous a semblé important de se mettre dans une action positive et donc de passer à l'action. Voilà un peu le maître mot de cette semaine de la transformation. Quelques mots sur Julie Sterwen si jamais vous ne nous connaissiez pas. Julie Sterwen, c'est un cabinet qui fait du conseil en stratégie, de l'innovation et de la transformation. Et encore une fois, le fil rouge de cette semaine. Notre chiffre d'affaires est de 100 millions d'euros, une forte croissance. Nous sommes aujourd'hui 650 collaborateurs et on a quelques beaux prix à notre actif. On a été réélu pour la troisième fois d'année entreprise préférée par les collaborateurs dans l'index Choose My Company des entreprises de 500 à 1000 personnes. On est numéro un dans ce même type de classement sur We Impact, là aussi pour la deuxième année consécutive. Pour la cinquième année consécutive, nous sommes premiers EcoVadis avec la médaille Platinum, qui est une grande fierté pour nous. Et puis, nous avons eu la chance d'obtenir le Grand Prix du Syntec l'année dernière, fin 2024, sur un projet pour le groupe La Poste sur l'absentéisme. Nos activités sont structurées autour de trois grands axes que sont le business, le people et l'environnement. Et tout ça, bien sûr, avec l'impact de la data, de l'IA, de la tech qui structure bien sûr nos projets de transformation que nous accompagnons. Nous avons aujourd'hui à peu près une vingtaine d'expertises que nous combinons selon le cas, selon les problématiques de nos clients pour créer le maximum de valeur, faire en sorte qu'on puisse répondre au mieux à votre enjeu. Alors, je vais passer la parole à Nicolas Bossé, qui est partenaire chez Julius Darwen et qui s'occupe entre autres du secteur public chez Julius Darwen et qui nous fait l'honneur d'être le modérateur de cette table ronde. Parfait, bonjour à tous, merci Julien. Effectivement, je suis très heureux de vous retrouver et surtout de donner la parole à nos invités dont tu fais partie pour explorer ensemble ce que signifie oser la transformation. Et je vais commencer d'ailleurs par vous présenter chacun de vous. Bonjour Aline. Bonjour. Agrégé des universités à l'IE de Caen, vous êtes spécialiste de la prospective et la transformation des organisations et vous accompagnez depuis plus de 20 ans des entreprises privées comme des institutions publiques et vous êtes également cofondatrice de la revue Management et Avenir. Bonjour Romuald Delacruz. Bonjour. Voilà, vous êtes officier de gendarmerie, cadre dirigeant, docteur en sciences de gestion et chercheur associé au laboratoire Coris et vous avez une expertise qui porte notamment sur le pilotage en contexte de transformation. Et bonjour Julien, enfin tu t'es présenté, mais je te redis bonjour. Voilà, tu es managing partner au sein de Julius Sterwen et praticien de la transformation. Tu accompagnes aussi de grands groupes publics comme privés dans leurs projets de transformation avec notamment tous les accents et enjeux autour de l'engagement. On va donc parler de transformation aujourd'hui et l'objet de ce séminaire, cette conférence en ligne, pardon, il emprunte d'ailleurs le nom de l'ouvrage qui est sorti récemment en début au printemps 2025 sur la transformation, Oser la transformation, et dont on a le plaisir avec Aline et Romuald d'avoir les deux co-auteurs en présence qui vont donc nous partager aussi pleinement leur regard, leur analyse, leurs réflexions qui ont été exposées notamment dans cet ouvrage, et notamment pour clarifier ce que signifie véritablement transformer une organisation et proposer un certain nombre de clés concrètes pour la conduire. Et donc, on va pouvoir débriefer, échanger autour de ces éléments-là. Il y a d'ailleurs un message central qu'on retrouve dans ce livre qui est d'adopter à la fois pour les dirigeants une posture, on va dire, prospective sur anticiper les futurs possibles et puis réflexive autour du questionnement en permanence de ces pratiques. On va y revenir très vite. Tout au long de notre échange, vous aurez la possibilité de poser des questions. N'hésitez pas à le faire, comme ça nous pourrons les relayer au fur et à mesure, mais surtout aussi à la fin auprès de nos trois intervenants. Voilà, peut-être pour faire le lien directement justement par rapport à cet ouvrage, je vais poser à Aline Romuald une petite question. Pourquoi avoir engagé la rédaction de ce livre pour qu'il vise à clarifier les concepts, notamment de transformation et les leviers d'action?
Je vais prendre la parole, je ne vais pas être très galant, mais je vais ouvrir le bal. Merci en tout cas, Nicolas, de poser cette question. C'est une question évidemment essentielle parce que nous sommes lancés dans cette aventure de la rédaction de cet ouvrage après quelques années de réflexion. Et en gros, nous avions trois grandes motivations pour essayer d'aller au plus simple. La première des motivations, c'était de comprendre ce qu'est une transformation. On constate souvent que ce terme est utilisé. D'ailleurs, c'est peut-être un terme à la mode. Peut-être qu'il passera de mode. Il est employé à différentes sauces, parfois à bon escient, parfois à mauvais escient. Et donc, on a voulu savoir ce qu'est véritablement une transformation, qu'est-ce que ça veut dire exactement, qu'est-ce que ça implique pour les organisations. Et pour ce faire, on s'est basé sur des travaux de recherche qui définissent ce qu'est un concept. Un concept, il y a trois composantes. Le premier, c'est qu'il y a un mot, hein, trans et formation. Le deuxième, pour que ça fasse concept, c'est qu'il y a une définition. Et la transformation, pour aller rapidement, c'est le passage d'une forme à une autre. Et puis ensuite, pour que ça fasse concept, il faut qu'il y ait des applications, entre guillemets, pratiques, des extensions, comme on dit. Et ces extensions, eh bien, c'est l'association du mot transformation avec un autre. Transformation numérique, transformation digitale, transformation environnementale, transformation sociétale, transformation des organisations. Et à partir de là, on a essayé de comprendre et on retiendra en gros, une transformation, c'est, je vais déjà casser le suspense, mais c'est déjà évidemment aller au-delà tout en faisant avec l'existant et de manière à dessiner le futur, c'est-à-dire l'après. La deuxième des motivations, c'était de voir quel lien il y avait entre la transformation des organisations et ce qui se passe autour de nous. On peut rappeler la transformation du monde, la transformation de la société, la transformation des plaques tectoniques en géostratégie. Et ça revenait à nous poser la question, finalement, pourquoi les organisations sont amenées à se transformer. Et là, ça nous a amené à réfléchir sur les interactions entre ce qu'on appelle l'écosystème et les organisations. Donc ça, on a développé et Aline y reviendra certainement. Et puis, la troisième des motivations, eh bien, c'était de s'intéresser au comment. Hein, c'est souvent cela. Comment on fait? Et là, la difficulté, puisque vous avez retenu comme séminaire la semaine de la transformation, le passage à l'action, on est au cœur de nos problématiques. Et on a voulu éviter de tomber dans une sorte de bouquin de recettes, et on a plutôt essayé de donner des bonnes règles de cuisine, c'est-à-dire vous choisirez les ingrédients, puisqu'il n'y a pas une transformation, il y a des transformations, et chaque organisation est spécifique. Et par contre, c'est peut-être intéressant de donner quelques bonnes méthodes hein, pour cuisiner, bonnes méthodes pour y arriver, plutôt que de donner une recette déjà toute faite. Donc, avec vos ingrédients, on a essayé de vous donner quelques bonnes règles de conduite en matière culinaire pour faire mijoter la transformation de votre organisation. Voilà, en gros, Nicolas, les trois grandes motivations de cet ouvrage. On va rentrer un petit peu plus dans la cuisine. Donc, effectivement, à travers ce sommaire, on voit qu'il y a la question de la définition avant de voir donc, le quoi, avant de voir le pourquoi et le comment. Peut-être commençons par le quoi. Aline, c'est vrai que dans cet ouvrage, vous insistez sur la différence entre changement, adaptation, modernisation. On utilise aussi parfois d'autres termes, hein, transition, métamorphose. Pourquoi il est important de bien nommer justement ces dynamiques pour les dirigeants, pour qu'elles puissent être partagées avec les collaborateurs? Alors, c'est peut-être une déformation professionnelle en tant qu'universitaire, mais c'est vrai qu'on aime bien définir les termes et pour ceux qui ont lu ou qui liront l'ouvrage, vous verrez qu'on s'attache vraiment à bien définir les concepts qu'on utilise. Et en effet, quand on parle de transformation, souvent il y a une confusion et on ne fait pas forcément toujours la différence entre le change et la transfo dans la vie pratique, que ce soit en consulting ou dans les entreprises en général. Donc, pour nous, c'est sûr que la transformation fait partie de la famille du changement, mais elle va au-delà.
et comme Romuald l'a dit, je pense que transforme, c'est-à-dire qu'on va passer à une autre forme. Donc il y a vraiment un changement profond. Et donc on l'a trouvé dans la littérature, hein, il y a différents auteurs qui ont bien montré différents types de changements. Et nous, on est vraiment sur la forme ultime quand on parle de transformation. On apportera d'ailleurs tout à l'heure quelques éléments de compréhension. Mais si on fait des comparaisons, c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans une logique de modernisation. Dans la fonction publique, par exemple, on a beaucoup parlé de modernisation. Et d'ailleurs, on a eu deux temps récemment. On a eu le temps de la modernisation et récemment, on a même eu des ministres de la transformation. Et à ce titre, un des anciens ministres a préfacé notre ouvrage. Donc, on voit bien qu'on est dans une autre logique. La modernisation, c'est simplement pour moi, alors là, je vais prendre d'autres analogies, mais plutôt un maquillage. On prend des choses, on essaie de les moderniser par rapport à des effets de mode, etc. Mais on ne rentre pas forcément en profondeur par rapport à l'objet qu'on a envie de transformer. On parle aussi beaucoup de transition aujourd'hui, en particulier avec la transition environnementale. Alors la transition, c'est vraiment quand on passe, quand on a l'état cible et qu'on est dans une phase transitoire. Et donc, on pourrait considérer que c'est pas forcément adapté d'ailleurs par rapport à l'environnement, parce que ça voudrait dire on sait ce qui va arriver. Je pense qu'aujourd'hui, on est encore un peu dans l'incertitude. Par contre, on a des échéances temporelles et en particulier à horizon 2050, la décarbonation. Donc, c'est pour ça qu'on utilise le terme de transition. On peut parler aussi de mutation. En prospective, en recherche prospective, on a beaucoup utilisé le terme de mutation. C'est assez proche finalement de la transformation, mais là, c'est plutôt des grandes tendances plutôt macroéconomiques. On utilise plutôt ce terme dans le vocabulaire économique. Et puis, on a aussi aujourd'hui des mots entre guillemets plus à la mode, comme l'hybridation. On va venir mélanger des choses. Donc, ça peut être intéressant. On en parle dans l'ouvrage. Hein. Il y a des éléments de conjugaison, d'éléments qui n'étaient pas forcément, qu'on n'aurait pas imaginé associés. Et donc, on va hybrider des choses. C'est peut-être une des modalités possibles de certaines transformations. Et puis, il y a l'idée de métamorphose. Quelques collègues ont également écrit des ouvrages sur la métamorphose. Ce serait peut-être le synonyme en tout cas le terme le plus proche de la transformation. Donc on voit bien que dans cette idée de métamorphose, c'est qu'on passe à autre chose. Et donc dans cette idée de transformation, on a à la fois essayé de chercher dans des encyclopédies, etc., pour bien cerner et délimiter le concept par rapport à d'autres. Et puis ensuite, on s'est amusé également à proposer notre propre définition, mais une définition appliquée aux organisations. Et pour ce faire, notre choix, il a été de nous positionner de façon vraiment macro en disant la transformation des organisations au singulier, même si dans la pratique, on peut avoir différentes formes de transformation des organisations, mais pour nous, c'est vraiment la transformation globale, générale d'une organisation. On peut parler de transformation digitale, on peut parler de transformation des fonctions, que ce soit la fonction RH, la fonction marketing, etc. Mais pour nous, ce n'est qu'un élément d'une transformation organisationnelle. Et nous, on a vraiment essayé de faire une synthèse, en fait, pour se positionner au niveau global. Donc, pour nous, la transformation, elle est forcément globale. Elle touche tous les domaines de l'organisation et même en interaction, comme Romuald l'a dit tout à l'heure, en interaction avec l'écosystème externe. Elle est profonde, c'est-à-dire qu'on va vraiment essayer de restructurer, de réorganiser profondément l'organisation. Donc, ça veut dire que quand on va transformer, on va s'attacher à l'organisation, aux structures, au fonctionnement, au business. Elle est dynamique, il y a une dynamique temporelle, et c'est pour ça qu'il y a un lien fort avec la prospective, on y reviendra tout à l'heure. Et puis, elle est aussi projective, c'est-à-dire qu'on projette l'organisation. Non seulement il y a une dynamique, une transformation, ça prend du temps, il y a un temps de maturation, il y a un temps de réalisation, et puis après, il y a un temps aussi de renouveau permanent, perpétuel, puisque finalement, quand on s'engage dans une transformation, ça devient quasiment un quotidien aujourd'hui au regard des transformations externes. Et puis surtout, on essaie de viser un cap, on y reviendra, donc c'est la dimension projective. Donc on a identifié quatre caractéristiques, à la fois globales, profondes, dynamiques et projectives. Donc c'est notre approche, en tout cas, de la transformation des organisations. Oui, très bien, merci Aline. Peut-être dans le prolongement de ce que vous évoquez, Romuald, les caractéristiques qui vous paraissent être déterminant justement en complément de ce que vient d'évoquer Aline sur la transformation par rapport à une simple évolution progressive qu'on pourrait peut-être caractériser plus proche du changement, si je comprends bien.
Pardon. Oui, alors, donc, en effet, par rapport à notre réflexion, quand on a regardé ce qui était écrit et aussi par rapport à des pratiques, à des accompagnements de certaines structures qu'on a pu faire ici ou là, l'idée c'était de se dire finalement à quel niveau on positionne la transformation. Donc nous déjà on avait cette idée de la positionner vraiment au niveau macro, et pour ce faire on a essayé de se poser des questions et de voir dans la littérature. C'est un gros travail déjà de retourner vers les écrits pour se dire mais finalement est-ce que c'est un sujet de stratégie? Est-ce que c'est une problématique d'organisation? Est-ce que c'est un sujet de management? Donc, on a joué autour de ces trois grands thèmes et à la fois par rapport à des recherches et à des cas qu'on a étudiés, eh bien, on s'est rendu compte que ces trois dimensions étaient vraiment intéressantes quand on se positionnait vraiment au niveau macro d'une transformation. Et évidemment, je n'ai pas laissé la parole pour me soustraire à la réponse. Je vais reprendre le fil, mais évidemment, on a regardé dans la littérature, il y a plusieurs approches qui sont intéressantes. Mais alors, sur le plan de la stratégie, j'ai envie de dire, il y aurait deux motivations importantes au niveau de la stratégie. Soit on se transforme pour s'adapter à la transformation de son écosystème. Et en gros, vous allez interagir avec la concurrence, le marché, les nouvelles technologies qui arrivent. Et on a ce qu'on appelle une approche plutôt déterministe et réactive. Donc la transformation, on n'a pas le choix, il faut y aller parce que le monde se transforme et si on n'y va pas, on va péricliter. Donc ça pose des questions évidemment sur son rapport à la concurrence. Il y a dans la littérature en matière de stratégie énormément de courants qui s'intéressent justement à l'adaptation à la concurrence. Ça ramène également à la vision systémique de l'organisation et ça motive la plupart des transformations, on va dire. La deuxième motivation, c'est celle qui consiste à essayer d'avoir un temps d'avance et de se dire de toute manière, là on est cuit, il faut que j'imagine ou que je trouve le moyen de passer sur l'organisation d'après, c'est-à-dire l'organisation de prochaine génération. Et là, c'est une démarche plutôt proactive et qui consiste à essayer de trouver alors soit la technologie, soit le marché, soit le concept qui me permettrait finalement de peser sur la transformation de mon écosystème, c'est-à-dire du marché, voilà, de peser. C'est moi qui vais imposer ma norme, c'est moi qui vais imposer mon produit comme référence. Et donc là, c'est souvent synonyme d'une démarche d'innovation forte pour essayer de devancer le sujet. Aline l'a dit, donc on voit bien que la stratégie est primordiale puisqu'on embarque toute l'organisation, donc il s'agit de dessiner l'avenir, hein, mais c'est aussi un problème organisationnel. Et donc comment on s'organise, alors avec toutes les questions, en gros le slogan c'est se transformer en s'organisant et s'organiser en se transformant, hein, c'est ce dilemme, comment je m'organise, comment j'allie à la fois l'humain et la technique, comment je fais système, parce que tout est interactif également. Voilà des questions qu'on peut amener à se poser. Et comment j'arrive à jouer notamment sur la culture de l'organisation, c'est un sujet que Julien connaît bien, la culture de l'organisation pour embarquer toute l'organisation. C'est-à-dire que chaque organisation a sa propre culture organisationnelle, hein, et là, on touche du doigt comment on a des habitudes, on fonctionne de cette manière-là et comment on va casser et repenser la manière dont on s'organise. Et puis après, il y a si on doit changer de cap, comment on s'organise. Donc là, c'est carrément repenser tout et remettre tout à plat. Un exercice de management également. On a dit c'est de la stratégie, c'est une problématique organisationnelle, mais c'est aussi un enjeu managérial. Et là, c'est comment j'embarque les collaborateurs dans l'esprit de l'entreprise libérée, hein, comment je mets les collaborateurs au cœur et les clients au cœur de ma manière de fonctionner et de réfléchir. Donc, c'est toute la collaboration, coopération et co-construction. Comment je repense mon leadership, hein, vers un leadership plutôt transactionnel, qui est le leadership actuel, vers un leadership inspirant et qui promeut ses équipes pour pouvoir aller au-delà.
C'est également prendre en compte, capitaliser sur l'apprentissage, parce qu'une organisation de sa vie, ça apprend. Donc, comment je capitalise et comment j'essaye d'avancer en capitalisant donc, sur cet apprentissage chez les organisations apprenantes. Hein. Et puis, c'est également comment j'arrive à lier à la fois les aspirations sociales et les aspirations économiques de mon organisation. Donc, on voit bien que ces trois dimensions importantes, c'est une affaire, c'est un sujet de stratégie, c'est une problématique organisationnelle, parce qu'il va falloir bien s'organiser pour la mettre en œuvre, et c'est également un problème de management, en tout cas un enjeu de management, comment j'embarque tout le monde pour arriver à la réussite de ma transformation. Et d'ailleurs, juste pour ajouter un point, le troisième point sur l'enjeu de management, c'est souvent ce qui détermine le succès ou l'échec d'une transformation. Et c'est vraiment l'interaction des trois domaines, hein, stratégie, orga et management, qu'il faut vraiment bien appréhender. Et souvent, on voit que le bas blesse un peu sur la vision stratégique parfois, sur l'organisationnel un peu, mais c'est surtout sur le management. Donc aujourd'hui, je pense que repenser le management dans un contexte forcément où on a envie de transformer, ça devient vraiment un impératif de survie. Et embarquer tout le monde sur repenser son dialogue social, repenser, se mettre dans cet esprit d'entreprise, ou en tout cas cet esprit de libération que la littérature avait pu mettre en exergue. Aujourd'hui, on utilise les termes qu'on veut, mais au-delà de ça, c'est vraiment être dans la logique de co-construction pour à la fois écouter. Ça ne veut pas dire qu'on va suivre forcément les collaborateurs, mais en tout cas écouter et co-construire au maximum. Ouais. On va revenir effectivement sur le comment, mais je comprends tout l'intérêt et l'importance qu'il y a de bien nommer la façon dont doit être définie cette transformation, ce changement. Peut-être, Julien, sur le terrain, cette précision sémantique, elle influence comment la conduite d'un projet, comment elle impacte à la fois les gens, les collaborateurs, quand on parle de transformation ou de changement, pour prendre ces terminologies. Oui. C'est une bonne question, parce que c'est souvent d'ailleurs, quand on est nous-mêmes en mission auprès de nos clients, il y a souvent une confusion des genres en fait. Hein. On nous parle d'un projet de transformation et en fait, on se retrouve plutôt dans un projet de change management et parfois on est sur un projet de change, on nous parle de change management et on nous parle d'un. En fait, c'est en réalité un projet de transformation. Je dirais qu'il y a trois caractéristiques sur la manière de mener ce type de projet et je vais essayer de faire le distinguo. En fait, le change management, on a un point de départ, un point A, et on a un point d'arrivée, un point B, en fait. Et je dirais que c'est finalement une échelle de temps qui peut être entre 2, 3 mois, 6 mois, 8 mois, mais on a une finitude du projet de changement. Et je dirais que finalement, on a une vision 2D. Hein, c'est-à-dire, encore une fois, on est en point de départ, on sait ce qu'on a à faire. Donc, on était dans un état A, on veut passer à un état B. Donc, c'est typiquement l'accompagnement sur la mise en place d'un ERP, d'un nouveau projet de communication, d'un nouveau concept, je dirais, dans l'organisation. Donc, on voit bien, encore une fois, quel est l'objectif et le bénéfice pour le collaborateur. Il est assez concret et immédiat. Sur un projet de transformation, c'est un peu plus complexe, je dirais, puisque là, la finitude, on la voit un peu moins. D'où ce que disait Aline tout à l'heure, ce sont des projets qui sont plutôt longs. C'est plutôt pour nous, les consultants, on dit souvent un projet de transformation, c'est 3 ans minimum, en général, en l'occurrence. Pourquoi? Parce que en fait, on est sur des boucles. Et ces boucles, c'est quoi comme boucles? Ce sont des boucles en fait, qui vont permettre aux collaborateurs de s'approprier, comme le disait aussi à l'instant Romuald, un changement de posture, de comportement, de rituel, d'habitude. Si je m'intéresse à l'enjeu transformationnel et culturel. Et on sent bien qu'à la fin du premier cycle, fondamentalement, est-ce qu'on a obtenu des résultats? On peut les mesurer, mais est-ce que c'est tangible pour le collaborateur? Pas forcément. C'est-à-dire qu'il voit qu'il est parti dans un chemin, mais ce chemin, quand est-ce qu'il se termine, il le sait un peu moins. Et c'est là que, souvent, dans les projets justement de transformation, on peut avoir une déception, c'est-à-dire qu'au bout d'un an, si on n'a pas de résultats extrêmement tangibles, eh ben, de manière générale, et ça nous est arrivé nous en tant que consultants, la direction générale peut arrêter le projet en disant finalement les bénéfices attendus ne sont pas au rendez-vous, on pensait aller plus vite, et donc on arrête le projet. Et donc on se retrouve un peu au milieu du gué. Donc je dirais sur le changement 2D, échelle de temps plus courte, transformation 3D, parce que là aussi, effectivement, une transformation, elle est multidimensionnelle, et Aline l'a bien expliqué, il faut voir cette transformation sur différentes dimensions, et le temps que l'on a pour comprendre l'ensemble des enjeux, l'ensemble des dimensions qui sont impliquées, et comprendre et poser le bon diagnostic. C'est un point important sur lequel j'insiste.
C'est-à-dire que souvent, dans les projets dans lesquels nous sommes partis, le client a déjà fait son diagnostic, mais parfois il est un peu court, ou même si nous faisons un diagnostic, on ne nous laisse pas forcément le temps nécessaire, parce qu'il faut aller vite. Voilà. Et c'est là qu'on peut faire une erreur d'interprétation, une erreur de diagnostic. Donc, si je pose mal le sujet, fondamentalement, mon projet de transformation, la manière dont je vais conduire cette transformation, peut nous amener dans un mur direct parce qu'effectivement, on aura fait abstraction de différentes dimensions qui sont essentielles pour pouvoir comprendre et amener à bon port ce projet de transformation. Donc le caractère effectivement multidimensionnel et la temporalité sont des déterminants importants. Peut-être je rajouterai Ouais, la dimension vas-y. humaine, qui était inhérente Ouais, à ce que je disais, mais on voit bien que ouais, dans une projet de transformation, l'humain est fondamental parce qu'on ouais. travaille encore une fois sur un changement de posture, de Les mindset. postures. Voilà. Et alors que sur le change, oui, il y a un peu d'humain, et bien sûr, il y a de l'humain, mais c'est plus une appropriation d'un nouveau geste, si vous voulez, ce qui est un peu plus, qui est moins profond, finalement. Pardon. Non, mais très clair. On a évoqué tout à l'heure justement un peu la question du management. Peut-être Romuald pour revenir plus précisément sur ce point, dans un contexte de transformation ou de crise, on va dire, le plus global, sanitaire, géopolitique, des évolutions aussi technologiques, on parle beaucoup de l'IA. Qu'est-ce qui redéfinit aujourd'hui les priorités managériales? Comment elles sont redéfinies dans ce que vous pouvez observer? Le sujet principal aujourd'hui qui caractérise notre écosystème, c'est l'incertitude. Donc, c'est vraiment un Hmm. sujet qu'il faut arriver à apprivoiser. Comment on apprivoise l'incertitude, c'est tout l'enjeu. Donc, ça nécessite évidemment de repenser la manière dont les décisions sont prises, probablement la réactivité, la manière dont les structures échangent entre elles. Alors, on parle le mot à la mode, c'est l'agilité, mais derrière, ça veut dire être réactif, ça veut dire être flexible, Hmm. hein, ne pas s'enfermer dans des process, ne pas dans des procédures lourdes, hein, ça veut dire, mais surtout être réactif et puis être opportuniste. Hein. Il faut savoir monter dans le train quand il passe, hein, et ça c'est important. Et puis derrière l'agilité, j'y mettrai aussi la notion de frugalité. Hein, il y a un moment donné, alors ça, c'est pas la frugalité au nom de la rationalisation, hein, l'équation économique, mais c'est la rationalité, enfin c'est la frugalité pour pouvoir voyager léger et donc être agile. Donc ça me semble quand même important dans la gestion des crises, hein, la transformation. On retient de la gestion des crises la nécessité de se transformer pour être plus à même, hein, d'apprivoiser l'incertitude. Après, il y a une autre dimension, moi je le vois dans mon métier, il y a une accélération des crises, hein, elles se superposent, elles n'ont plus le temps de se terminer, il y en a une autre qui a déjà commencé. Et donc ça, c'est ce que j'appellerais l'accélération du changement. On voit voilà, comment je gère la cinétique du changement, comment je prends ça, comment j'absorbe. Alors on va parler de résilience, probablement quand il y a un choc. Hein, la résilience, il y a deux acceptions. Hein. Soit c'est la capacité à revenir à l'état initial après un choc, soit c'est la capacité à revenir au-delà de l'état initial après un choc, c'est-à-dire profiter du choc pour passer on l'a vu avec le Covid, hein, pour passer un état, par exemple sur le télétravail, la résilience a amené à avancer. Donc ça, c'est un élément important. Et puis, on l'a dit aussi, la performance, elle n'est pas unique. C'est-à-dire qu'on parle de dimension, de multidimension, bah, la performance aussi, elle est multidimensionnelle. Et aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles on peut être amené à vouloir se transformer, et notamment à l'issue d'une crise, c'est de prendre en compte toute la dimension immatérielle. Alors, c'est votre image de marque, votre réputation, qui, par exemple, hein, vos brevets, votre innovation, tout ce qui va faire qu'à un moment ou à un autre, votre entreprise vaudra une telle valeur. Donc, tout ce qui est la valorisation de l'immatériel, c'est aussi un des enseignements alors la capacité à communiquer, la capacité à rassurer. Voilà. Tout ça, ça contribue évidemment à gérer les situations compliquées, les situations de crise, et ça milite pour une transformation profonde. On sort du système tayloriste et très matérialiste d'une certaine manière. Hmm. Dans l'ouvrage, Oser la transformation donc, que vous avez écrit, hein, que je conseille à tout le monde, bien évidemment, vous parlez de l'émergence d'un paradigme postmoderne. Est-ce que Ali, peut-être, vous pouvez le caractériser et puis
et puis surtout voir ou traduire un peu ça sur la façon dont ça a des implications sur les dirigeants qui veulent transformer leur organisation. Oui, en effet, comment on a valorisé ce passage dit de la modernité à la postmodernité. Je crois que c'est un petit peu la synthèse de ce qu'on s'est déjà dit. On a encore des visions. Pour moi, le changement, par exemple, il est encore très moderne puisque on va être sur une vision plutôt assez rationnelle finalement. Alors que quand on passe à la modernité, à la postmodernité, on est vraiment sur un décentrage par rapport à nos repères historiques. Hein. On va beaucoup plus être intéressé par la personne dans toute sa diversité et sa globalité. On va être beaucoup plus sur un temps court, ici et maintenant. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas anticiper, mais c'est pour trouver des solutions très concrètes et opérationnelles. On le voit bien en particulier avec les jeunes, mais pas que. C'est aussi donc un nouveau rapport au temps. Hein, on n'est plus sur l'idée d'un temps très très long, etc. Donc nous, on le voit bien même sur les travaux prospectifs. L'échéance, maintenant, on parle même de prospective du présent, c'est-à-dire qu'on essaie d'imaginer le champ des possibles, mais à échéance 2-3 ans de grand maximum, et encore. Donc on voit bien il y a un rapport au temps qui est nouveau. Il y a aussi l'idée qu'on passerait d'un monde rationnel à un monde plus émotionnel. Et donc là, ça réinjecte aussi dans l'organisation tout ce qui va toucher à l'expérience, à l'expérientiel, que ce soit côté client, côté collaborateur. Ça réinterroge la personne dans sa relation au travail, sa relation aux autres, et donc forcément toutes les représentations collectives. Et c'est pour ça, à notre sens, que la dimension managériale d'une transformation est vraiment importante, parce que derrière, c'est comment on va embarquer, comment on va fédérer, comment on va associer l'ensemble d'un collectif, interne ou périphérique. Hein, il peut être aussi en périphérie de l'organisation pour vraiment transformer une organisation. Donc c'est vrai que ce paradigme postmoderne vient réinterroger finalement des fondamentaux de l'organisation dite classique. Et je pense qu'aujourd'hui, on a encore du mal dans la pratique, mais aussi dans les écrits parfois, à faire le deuil de ce monde dit moderne, de cette période taylorienne, voilà, 30 glorieuses, etc. Et c'est vrai que là, on voit bien que on passe à autre chose. Hein. On est vraiment dans une transfo. Et c'est pas qu'une question de génération, parce que parfois, on fait écho aux différents générationnels. C'est sûr que les générations peuvent être une explication, mais c'est beaucoup plus profond. Et c'est vrai que la lecture postmoderne est une bonne grille d'analyse. Julien, peut-être dans tes accompagnements, dans ces évolutions des repères économiques, sociaux, dans cette évolution vers le monde postmoderne, quelles sont les résistances culturelles que tu observes le plus? En fait, il y a deux types de résistances. La première, au niveau du collaborateur, c'est remettre en question son système de croyance. C'est en fait, j'ai toujours fait ce geste qu'on m'a appris. Si je prends dans le monde de l'industrie, hein, j'ai toujours eu ce geste qui m'a été enseigné, parfois dans certaines industries où ça va de père en fils, hein, et dont le bénéfice a toujours été probant. Donc là, démonter ou détricoter un système de croyance auprès du collaborateur, c'est complexe. C'est très complexe. C'est là-dessus où nous, d'ailleurs, on se heurte le plus souvent. Pourquoi je devrais faire différemment, puisque ce que je faisais jusqu'à présent a plutôt bien fonctionné. Et donc, vous m'expliquez qu'il faut faire autrement. Apportez-moi la preuve de cette transformation, de l'intérêt de le faire. Voilà. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et deuxième sujet, il se trouve que c'est à la tête de l'entreprise que les résistances, alors elles se trouvent, parce que, comme le disait à l'instant Aline, on est quand même avec des dirigeants d'une certaine génération, alors, dont je vais me mettre dedans en l'occurrence, et on a été élevé avec quelques croyances, nous aussi, avec un système de croyances qui est, par exemple, la confiance n'exclut pas le contrôle, une phrase que j'aime beaucoup, et qui va finalement à l'encontre de la transformation que veut mener le dirigeant. Je veux dire par là que quand un dirigeant nous commande en lui disant, voilà, je veux une organisation plus agile, plus aplatie, plus horizontale, il y a deux questions que je lui pose souvent, c'est, OK, mais où est la ligne jaune? C'est-à-dire, c'est la fameuse ligne à laquelle vous autorisez ou pas un fameux empowerment du collaborateur, que nous-mêmes, dans les ateliers de travail, quand on nous dit, écoutez, on aimerait que vous soyez plus entrepreneuriaux dans la manière de prendre les sujets, que vous saisissiez les sujets, on nous dit, mais moi, la dernière fois que je l'ai fait, j'ai eu un manager qui m'a repris par le col en me disant, plus jamais ça. Ça, c'est la ligne jaune, on a tendance à l'oublier, en fait, hein, dans ces projets-là. Et puis, vous-même, dirigeant, jusqu'où vous êtes prêt à aller dans cette transformation-là?
Et les injonctions paradoxales que pose le dirigeant, du style la confiance s'exclut par le contrôle, ou on veut une organisation très agile, mais on met un reporting intense sur pas mal des tâches, en l'occurrence, bah, là on commence à avoir les limites de la transformation qu'on veut mener. Si bien que la cause des échecs souvent des transformations, c'est peut-être les collaborateurs qui ne veulent pas, mais les collaborateurs sont toujours prêts à bouger. Ce qu'ils nous demandent, c'est et là-haut, il se passe quoi? C'est souvent là que là-haut, on a les plus grosses résistances. Et d'ailleurs, nous, quand on accompagne les transformations, c'est un travail de fond qu'on fait avec la direction générale pour s'assurer que eux ont la flexibilité, eux ont l'agilité telle qu'ils la revendiquent auprès de leurs collaborateurs. Donc c'est fondamental pour nous ça. C'est très clair. Système de croyance chez les collaborateurs, système de croyance chez le dirigeant. Voilà, pour synthétiser. Les deux leviers à faire évoluer. On a évoqué brièvement là, en introduction justement les éléments du comment. Je pense que c'est intéressant d'y revenir. Ça peut intéresser certainement tous ceux qui nous écoutent. Dans les travaux que vous avez produits, vous avez identifié des invariants qui structurent une transformation. Est-ce que vous pouvez nous les partager, Romuald? Oui, on a identifié effectivement quelques invariants, sachant que, comme je le disais en introduction, chaque cas est singulier. Donc, après, la difficulté, c'est d'essayer de voir en quoi tout le monde sera concerné par cette conduite de la transformation. La première, on l'a parlé, donc 6 invariants. Le premier, pardon, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est cette capacité à anticiper. C'est très important si on n'anticipe pas. Alors, Aline parlait d'attitude prospective, et évidemment, c'est important, mais c'est déjà de se poser de la question du temps d'après. Hein, et ce n'est pas toujours le cas. On est toujours pris par les tâches du quotidien. On est la tête dans le guidon, hein, pour reprendre l'expression, et on ne prend pas le moment de recul pour essayer de penser au temps d'après. Donc, ça, c'est important. Il faut à tout prix anticiper et donc voir loin le plus loin possible et après prendre un risque en essayant de choisir un cap, hein, par rapport à ce que l'on imagine être le temps d'après. Le deuxième invariant, c'est de faire preuve un peu d'innovation dans sa vision stratégique, c'est-à-dire ne pas recycler des choses assez simples et essayer, et Julien en parlait aussi au niveau de la tête, eh bien, tout n'est peut-être pas dans un cerveau de dirigeant. Il serait peut-être intéressant d'associer un certain nombre de collaborateurs à la réflexion stratégique. Donc, souvent, hein, la stratégie est un exercice assez solitaire. Et là, aujourd'hui, on constate qu'il faut, puisque l'effort est important, hein, l'énergie de transformation va être importante, donc il est nécessaire de co-construire cette vision stratégique et partagée, dynamique, pour inspirer et innover. Le troisième, c'est une adaptation, et Julien en a parlé, entre une adaptation de la culture interne et des comportements. Il faut que la culture soit en cohérence avec la stratégie, parce que ça sera compliqué sinon d'embarquer tout le monde. Et il faut, alors on est dans les faux, hein, il y a qu'un, mais en tout cas c'est important que l'on aide à grandir, qu'on aide les collaborateurs à grandir, et qu'on utilise ces leviers que sont la culture pour faire évoluer les comportements. Autre levier, au-delà de la culture, c'est l'apprentissage. Donc, comment on tire bénéfice de son expérience, quels enseignements on retient, quelles compétences on va développer, et comment on organise tout cela. Parce que ça peut être naturel, ça peut être inné, ça peut être désorganisé. Non, l'intérêt, c'est quand même d'organiser ça pour essayer d'en tirer le maximum. Quatrième invariant, eh bien, il va falloir imaginer une organisation nouvelle. Et là, il faut oser, c'est le terme de notre ouvrage, mais l'organisation nouvelle, c'est évidemment sortir des schémas habituels de verticalité et d'horizontalité. On sait que le tout vertical, il y a des défauts, que le tout horizontal également. Donc, il faut essayer de trouver. Mais ça dépend justement de notre culture, des comportements, de la taille, de l'organisation. Enfin, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Mais on ne passera pas une transformation de business sans avoir transformé la manière dont on fonctionne et avoir imaginé une nouvelle forme d'organisation. Et puis, le dernier sujet, c'est le pilotage.
Alors là, comment on pilote une transfo? On s'est posé un certain nombre de questions, notamment est-ce que tout devait être inscrit, tout devait être écrit, ou est-ce qu'on laissait une place à l'improvisation? Bon, voilà. Évidemment, il faut un cap, il faut une intention, hein. On est plutôt adepte des théories de l'intention stratégique. Il faut une intention, voilà ce vers quoi on veut aller. Et ensuite, il faut donner les moyens et après laisser la marge de manœuvre nécessaire pour que les collaborateurs trouvent le chemin idéal à leur rythme. On aura parfois l'obligation d'accepter des rétrocessions, c'est-à-dire on avance trop vite, ça ne suit pas, il faut revenir en arrière, laisser le temps de faire le deuil, laisser le temps d'assimiler, laisser le temps, voilà, et repartir de plus belle. Donc ça veut dire que on n'est plus du tout dans une vision mécaniste, avec une planification, avec des objectifs qui sont lissés dans le temps. Là, on a une idée globale, donc une intention, ce qu'on a envie de faire, et on laisse suffisamment de marge de manœuvre pour avancer. Donc, c'est pas évident parce que ça veut dire régulièrement réajuster notre projet stratégique de manière à intégrer les retards et les avancées. Et donc, ce que disait tout à l'heure Julien se confirme, hein, on est sur un autre temps, une autre durée, et il faut accepter que tout n'avance pas de manière linéaire et de manière homogène. Voilà. Donc, il faut remettre régulièrement son pilotage en question et dire là, on a avancé, on passe à autre chose et on franchit une nouvelle étape. Voilà. Donc, ce qu'on appelle le pilotage sur mesure ou le pilotage transformationnel qui doit intégrer cette part d'incertitude, de révariantement, parce que entre-temps, le temps fait que l'écosystème va aussi évoluer. Les choses vont, voilà, Trump est arrivé, le pétrole a augmenté. Enfin voilà, il y a énormément d'inputs hein, qui vont arriver le temps de cette conduite. Et donc, en conduite, il faut réajuster en permanence et laisser les marges de manœuvre aux collaborateurs pour atteindre cette intention. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée des invariants. Les 6 invariants. Voilà. Anticipation, j'ai noté, innovation, adaptation, apprentissage, nouvelle organisation, pilotage transformationnel. Donc c'est très clair. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez. On va se réserver un petit temps. Hein. Il y a quelques retours déjà, mais dans la partie qui est dédiée dans le Teams. Comme ça permettra d'avoir aussi vos retours et vos interrogations avec Aline, Romuald et Julien. Aline, Romuald évoquait un instant la question d'anticipation et du pilotage. Là, vous avez pas mal insisté dans l'ouvrage sur la posture à la fois prospective et réflexive que les dirigeants doivent adopter. Qu'est-ce qu'un comité de direction doit-il intégrer dans ces deux leviers, je dirais, ces deux postures dans ces rituels de gouvernance? Oui, je pense en effet que c'est indispensable. Je vais donner quelques exemples. Alors, la dimension prospective, on l'a peut-être pas expliqué suffisamment, mais nous, on s'inscrit bien dans la pensée de Gaston Berger, hein, voir loin, voir large, analyser en profondeur, prendre des risques et penser à l'homme. C'est vraiment, au-delà des grands exercices de prospective, c'est avant tout une attitude prospective qu'il convient d'avoir. Et je pense que le moment présent appelle forcément cette attitude prospective parce qu'on est vraiment, comme l'a dit Romuald, dans un environnement à la fois incertain, on l'a qualifié d'incertain, complexe et turbulent. Et c'est vrai que peut-être ce qui manque dans certaines organisations, c'est ce temps finalement de la pensée, c'est-à-dire savoir se mettre au vert pour penser le futur, pas forcément un futur très lointain, mais ces temps où le comité de direction essaie d'imaginer le champ des possibles. Et donc ça, je pense que même pour, je dirais, les PME ou certaines organisations publiques, des collectivités ou autres qui n'ont pas forcément toujours, je dirais, cette habitude, en tout cas, parce qu'elles prennent pas le temps, parce qu'il y a le temps du business qui fait que, bah voilà, on est toujours dans l'urgence. Je pense qu'il faut aussi s'inspirer de ce monde postmoderne où on est aussi sur une certaine forme parfois de décélération, mais une décélération pour mieux anticiper le futur et pour peut-être mieux se positionner. Donc ça, je pense que cette attitude prospective est vraiment intéressante et vraiment indispensable. Nous, c'est vraiment quelque chose qui nous paraît vraiment associé finalement à toute cette réflexion sur la transformation. La deuxième idée, c'est la réflexivité. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a certainement pas suffisamment valorisé
dans la réflexion managériale. On parle assez peu finalement du manager réflexif dans la pratique, alors que je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment faire des rétextes beaucoup plus, réanalyser ce qu'on a fait, rentrer vraiment dans cette logique d'organisation apprenante. Même si on réinjecte des vieux concepts, on se rend compte que dans la pratique, voilà, on a encore des marges de progrès. Et finalement, par rapport à nos 6 invariants, je crois que tout est lié. En fait, tout fait système. C'est-à-dire que cette dimension prospective, elle doit s'incarner, elle doit permettre justement une autre vision stratégique, et puis elle doit aussi agir sur les comportements. Et tout à l'heure, vous parliez du dirigeant. Je pense que comment se transformer, c'est quoi? Transformer son organisation, c'est déjà se transformer, et au plus haut niveau, comme ensuite au niveau des collaborateurs. Il y a vraiment une dynamique, et on l'a expliqué dans l'ouvrage, de transformation même personnelle. Et quand on parle de compétences, aujourd'hui, on se rend bien compte que, ne serait-ce qu'avec les enjeux liés à l'environnement ou l'IA aujourd'hui, eh bien, tous les métiers vont considérablement se transformer. Et donc, il convient d'associer cette réflexion sur sa pratique professionnelle. Julien parlait du geste. Aujourd'hui, on n'est plus sur un changement de métier, on est vraiment sur des transformations profondes. Et donc, il faut vraiment se poser ces questions. Et je pense que ça amène aussi, quand on a parlé de penser de nouvelles organisations, moi, je vois des impacts très forts, en tout cas sur les organigrammes. Aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on aura toujours une direction des ressources humaines, par exemple? Et on voit bien d'ailleurs que ces directions sont en train de changer de nom, essaient de changer de nom. Mais par exemple, aujourd'hui, avec la DSI, on pourrait imaginer une sorte d'hybridation, pas de fusion, mais d'hybridation, peut-être un peu avec du contrôle de gestion, etc. Donc, je pense que les organigrammes de demain et les organigrammes qui seraient vraiment associés à une vraie transformation telle que nous, on l'imagine, seront complètement repensés. Et peut-être aussi avec une certaine forme d'agilité, plus circulaire, plus ouverte aussi sur les territoires, les écosystèmes externes, avec des partenaires, peut-être remettant en cause une certaine forme de salariat aussi. Donc on voit bien qu'on est sur une tectonique des plaques, aussi bien au sens géopolitique, mais aussi au sens géostratégique, organisationnel de l'entité entreprise ou organisation. Donc c'est vrai que pour ça, il faut se poser les bonnes questions. Donc la réflexivité est là pour ça. Et puis il faut essayer d'éclairer au mieux le champ des possibles. Et ça, c'est l'attitude prospective. Non, mais c'est très clair et on a beaucoup parlé de transformation culturelle, donc les collaborateurs, mais aussi les managers. Peut-être, Julien, toi qui travailles beaucoup sur le sujet de l'engagement, justement, comment tu vois aujourd'hui les leviers pour mobiliser toute l'intelligence collective des managers, des collectifs managériaux, des collaborateurs, hein, dans des organisations où souvent il y a une forme aussi de saturation de projets, de changement, de transformation, etc. Comment tu perçois un petit peu les moyens d'action que l'on peut mettre en œuvre? Je vais revenir sur ce que disait Romuald sur le pilotage de la transformation. Je pense que on nous pose souvent la question de mais finalement, qui doit piloter la transformation? On a des directeurs de la transformation qui ont été dans les organisations qui se veulent être, je dirais, l'alpha et l'oméga de la transformation, puisque c'est par eux que se passe la transformation. Pour autant, on a toujours un peu des comportements un peu déviants. Je veux dire par là que on a tendance, qu'on soit directeur de la transformation ou que ce soit quelqu'un d'autre qui pose la transformation, à voir son angle, c'est-à-dire à piloter la transformation sans forcément aller chercher la fameuse circularité avec tous les départements. Et nous, on a beaucoup de projets sur lesquels on nous demande d'intervenir. Et la première question qu'on pose, c'est mais qui est impliqué dans votre projet de transformation? Alors, oui, il y a un cadre, oui, il y a un cadre transformationnel, il y a une vision qui a été posée à un moment donné par le COMEX et qui dit c'est par là que ça se passe, le fameux cap dont parlait Aline. Pour autant, quand ça redescend à la RH, à l'IT, à l'orga, et ainsi de suite, tout à coup, hop, on a perdu 2-3 dimensions dans la manière de la mener. Ça veut dire que tout à coup, chacun reprend son baluchon et va sur le chemin de la transformation à sa manière, selon sa vision, selon son prisme. Et c'est là que le projet de transformation, encore une fois, prend l'eau. C'est qu'il faut à chaque étape et à chaque niveau de celui qui porte la transformation qu'il y ait cette circularité qui s'opère, en fait. Donc, c'est dans le pilotage de cette circularité que la transformation part des boucles, et Romuald le disait bien, s'assurer à différentes étapes que tout le monde est embarqué. Et c'est la même chose pour les collaborateurs. Souvent, on définit le cadre, on y va, on met en place le roll-out, comme on dit, le déploiement du projet transformationnel, puis le collaborateur, on lui dit, c'est bon, il va être embarqué, puis ça va suivre. Et c'est là qu'on fait une confusion entre change et transformation.
parce que ce n'est pas du change. Ce n'est pas parce que je déploie un projet de transformation que tous les collaborateurs vont être embarqués. Et la notion de réflexivité du dirigeant dont on parlait à l'instant Aline, elle est fondamentale. Comprendre comment le collaborateur va évoluer, où il en est lui par rapport à ça, d'où je reviens sur le sujet de diagnostic, où en est le collaborateur dans cette posture, qu'est-ce qu'il en attend, qu'est-ce qu'il voit concrètement, quelles sont les difficultés par lesquelles il doit avoir passé pour pouvoir arriver sur ce nouveau chemin. C'est ça qu'il faut intégrer, c'est ça qu'il faut piloter, c'est ça qu'il faut regarder attentivement durant tout le processus de la transformation tel qu'il est mené. Enfin, beaucoup de projets sont lancés. Il me semble important aussi de les interconnecter. C'est-à-dire s'assurer que le projet A et le projet C et le projet D, eh ben, ils font sens globalement par rapport à un cadre, par rapport à un cap. Et là aussi, le côté dichotomique du projet de transformation avec différentes directions qui s'en emparent les unes les autres, on en oublie le sens général et le collaborateur s'y perd, si bien qu'il dit, mais on est surchargé de projets, il y en a un peu marre de tous ces projets divers et variés, puis je ne comprends pas très bien où on va comme ça. Donc, simplifier un peu, redonner du sens, reprioriser, là encore, cette réflexivité sur la transformation, elle me paraît essentielle tout au long du pilotage. Tu parles effectivement de la multiplicité des projets. Là, je reprends quelques questions sur une petite synthèse. On a d'ailleurs évoqué au début de cette conférence sur la nécessité d'avoir que la transformation, en tout cas, a une caractéristique, on va dire, multidimensionnelle. Et ce qui est évoqué, c'est souvent le fait qu'il y a une seule dimension qui parfois prime, en tout cas. Qu'est-ce que vous en tirez comme enseignement, comme observation et enseignement par rapport à des projets où finalement la dimension technologique ou organisationnelle prime un petit peu sur les autres et n'a pas tout l'embarquement systémique que vous évoquiez précédemment? Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut témoigner un peu de ses observations, de ses enseignements. Je vais ouvrir le début de la réponse. En tout cas, ce que ça m'inspire, ta question, Nicolas, évidemment, la circularisation, c'est important. Ce qu'il faut, et Aline le disait, dans l'attitude prospective, c'est le pas de côté. Pour que ça fonctionne, pour qu'on circularise, il faut aussi s'intéresser à ce que font les autres et comment ils vont être impliqués dans le projet. Et donc, c'est intéressant, par exemple, pour la fonction RH, d'aller regarder comment vont être intéressés par le projet stratégique, comment vont être intéressés, par exemple, le marketing, comment il va devoir évoluer, et ensuite en déduire pour leur propre fonction les actions qui seront à mener. Donc, il faut vraiment faire ce pas de côté, ne pas rester dans son couloir de nage, ne pas penser que il ne faut pas segmenter la transformation. On parlait de systémique, il ne faut pas la couper en petites tranches et puis dire si tel secteur se transforme, ça suffira pour que l'ensemble se transforme. Non, c'est systémique. Ce système cette fonction doit se transformer, la RH, le marketing, etc. Ils doivent se transformer, mais en même temps, il faut qu'ils s'intéressent en quoi le marketing peut apporter des choses dans l'effort de transformation au RH, aux financiers, aux productifs, etc., etc. Et c'est ça, il faut défiloter et commencer à ouvrir ses chakras, faire ce pas de côté et regarder un peu comment les autres vont être concernés par le mouvement global, par la manœuvre, pour reprendre un terme militaire. Et à ce moment-là, c'est là que tout va prendre sens et tout va synchroniser. C'est ça qui est important. Et la difficulté, c'est, comme le disait, selon moi, Julien, c'est vraiment que chacun reste dans son couloir, pense finalement il va falloir faire ça, et puis voilà, on ne s'intéresse pas forcément à ce que les autres vont devoir faire et en quoi je suis concerné par ce qu'ils vont devoir faire. Voilà, c'est ça le sujet. C'est ma réflexion première. Ça pose, comme le disait Aline tout à l'heure, le sujet de l'organigramme, en fait, de l'organisation. On sent bien que l'organisation verticale commence à avoir ses limites par rapport à un sujet transformationnel. Et les organisations, pour ne pas les citer la nôtre, par exemple, on a mis en place des organisations qui s'adaptent à ces sujets-là. La manière dont Julia Sterwen répond à la problématique de ses clients, c'est ça. C'est-à-dire ce sont des communautés d'expertise, il n'y a pas de business unit chez nous, il n'y a pas de sous-PNL d'organisation verticale, ce sont des expertises qui se combinent selon la problématique, qui vont ouvrir les fameux chakras dont parlait Rummel pour adresser la problématique telle qu'elle est posée chez nos clients et éventuellement voir les angles morts que le client n'a peut-être pas vus. Donc on s'oblige dans l'exercice à ouvrir le maximum et donc d'être en symétrie, en circularité par rapport au client qui, lui, peut-être, pour des raisons diverses et variées, va réduire son champ de vision. Nous, l'objectif, c'est d'agrandir le champ de vision.
On parle souvent d'hybridation des métiers et des compétences, mais tout à l'heure, Aline, c'est évoqué l'hybridation même presque des directions, enfin, pour aller dans cette logique un peu d'organigramme, quoi. C'est côté systémique qui se retrouve peut-être aussi dans ces dimensions-là. Il faut aussi Très bien. en amont l'hybridation des formations, puisqu'on reste encore aussi sur des cursus tellement bien silotés. Donc là aussi, je pense que les transformations actuelles impulsées par l'IA ou l'environnemental ou la technique réinterrogent aujourd'hui même des formations en management. Donc là, je pense qu'il y a des vrais chantiers importants aussi pour faire évoluer cette culture aussi après dans les organisations. Hmm. Très clair, très clair. On va arriver au terme de cette conférence et merci beaucoup pour vos interventions. Peut-être juste une dernière pour clôturer en une minute avec une question qui n'est pas si simple que ça néanmoins, mais si vous aviez un conseil à donner pour oser la transformation à tous ceux qui nous écoutent, quel serait-il qui veut se lancer? Exercice concis en une minute. On va essayer Chacun. de répondre. Allez, Non, mais le un oser, conseil. évidemment, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il faut sortir des sentiers battus, il faut oser l'audace. Donc voilà, d'une certaine manière. Non, oser la transformation, on l'a dit, enfin, on l'a écrit à la fin, c'est forcément oser faire autrement, oser faire avec, hein, oser faire avec attention aussi, parce que si on ne fait pas attention à ses collaborateurs ou si on ne fait pas attention à la trajectoire que l'on prend, ça risque d'être compliqué. Donc, c'est tout cela qu'il faut prendre en compte sur une transformation. Donc, l'audace, elle est tous azimuts. Alors après, derrière une audace, il y a un risque. Le risque, ça se mesure et le risque, ça se maîtrise. Donc, l'enjeu, il est là aussi. Hein, c'est pas de faire n'importe quoi. Euh, on pense qu'à partir du moment où on pense à une transformation, on commence son processus de transformation. Ça, c'est vrai à partir du moment où on y songe. Après, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Il s'agit vraiment de le faire avec méthode, si je puis dire, avec bon sens, souvent on en manque, avec bon sens, avec envie, puisque je le disais tout à l'heure, une transformation, ça nécessite une énergie folle, une énergie forte pour vaincre les inerties, les freins, les résistances. Et donc, si on n'est pas bien motivé, ça sera compliqué. Ouais, d'accord. Bien noter l'audace avec néanmoins ce que vous aviez évoqué tout à l'heure dans les invariants, la notion de pilotage, mais il faut être audacieux. Aline, Les deux. Julien, pardon. Non, c'est Oui, bon. je veux bien ajouter aussi en complément, c'est vrai qu'on a essayé de valoriser cette idée d'audace, hein, en tout cas de par le titre, hein, oser transformer et oser se transformer. Mais derrière, j'ai envie de dire que ça devient un impératif parce que l'environnement ambiant fait que de toute façon, les organisations actuelles sont usées, les façons de travailler sont plus adaptées. On nous prédit je ne sais combien de disparition de métiers avec l'IA, etc. Bon, je ne sais pas si les chiffres sont exacts, mais en tout cas, on voit bien que on est dans un environnement avec une telle incertitude, une telle complexité il faut prendre le train, comme on l'a dit tout à l'heure. Hein, il faut monter dans le train et puis parce que je pense qu'il y a de belles réalisations et dès l'instant qu'on commence à co-construire, c'est passionnant parce qu'on voit que finalement les résistances peuvent être assez vite levées par de petites réussites. Et donc voilà, faut y croire, faut y croire et être passionné par ce qu'on fait. Et je pense que voilà, c'est cette dimension humaine de redonner en fait une place aux relations humaines dans l'organisation. Je pense que c'est un vrai levier, en tout cas, eu égard à ce qu'on peut percevoir de certaines situations aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment en faisant participer chacun et réfléchir chacun sur le champ des possibles. Donc, cette attitude prospective invite en tout cas à de nouvelles façons de travailler, à repenser finalement ce qu'est le travail pour une personne. Et quand on voit aujourd'hui les questions de sens, d'engagement, etc., c'est certainement parce qu'on ne s'est pas suffisamment intéressé à la contribution de chacun et à la réalisation de chacun, pas uniquement dans le travail, mais en tout cas en partie avec le travail. Mais alors, fais un Vas-y, Julien, pour finir. troisième, dernier conseil. Je suis historien de formation, moi, hein, donc l'histoire m'a toujours interpellé. Et je disais qu'il y avait une analogie finalement dans la construction des civilisations. En fait, on avait le prophète qui définissait, qui incarnait, qui définissait sa vision, les guerriers qui étaient là, le guerrier qui était là pour faire en sorte que cette vision puisse se concrétiser. Puis on avait l'artiste
qui a été le promoteur de cette vision. Je crois que dans la transformation, il ne faut pas oublier que ce n'est pas simplement qu'un tableau de pilotage, et c'est aussi une transformation qui doit toucher les cœurs des personnes, en fait, comme l'artiste touche le cœur. Je crois que ça, c'est une dimension qu'on oublie un peu dans les projets, ce côté communication, incarnation, et encore une fois, qui doit toucher le cœur du collaborateur et du dirigeant aussi, parce qu'encore une fois, ça s'incarne, et on sait que c'est un long chemin réflexif. Et je pense que cette dimension encore une fois, artistique de la transformation, si je peux l'appeler comme ça, est fondamentale. Très bien, on est audace, relations humaines, cœur, on est dans les soft skills. Parfait, merci beaucoup pour cet échange qui était très riche. Je ne peux inciter qu'à ceux qui nous écoutent à lire à nouveau l'ouvrage que vous avez produit, écrit, qui était édité à la revue Management et Avenir. Et puis, je peux aussi proposer, dans la semaine de la transformation que tu as introduit, Julien, il y a encore 2 webinaires demain, dont 2 excellents webinaires, dont un sur le déploiement des stratégies, comment passer de l'intention à l'exécution dans un monde mouvant, qui est un peu une forme de prolongement de nos échanges. Merci à tous. Merci à nouveau Aline, Romuald et Julien. Merci. Merci à vous. À bientôt.